Au sommet de New York, le président de la République, Alassane Ouattara, plaide pour la modernisation de l'agriculture, une priorité en Afrique de l'Ouest. Il a 17 ans, il est de nationalité libanaise et il a été appréhendé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny avec des devises et des lingots d'or d'une valeur monétaire de 1 milliard de francs CFA. Et puis, en Guinée-Conakry, les élections législatives ont effectivement démarré ce samedi matin après 3 ans de report. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, en bref et en images, le président de la République, Alassane Ouattara, estime que l'agriculture doit demeurer la priorité de l'Afrique de l'Ouest si cette région veut faire face au taux élevé de la pauvreté. C'était lors de la table ronde entre le Japon et les communautés économiques régionales, la Banque africaine de développement et le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Pour le chef de l'État, cette question préoccupe la CEDEAO qui s'est fixée comme ambition de mieux exploiter les potentialités agricoles afin d'assurer la sécurité alimentaire, une gestion rationnelle des ressources naturelles dans les pays et une rémunération décente aux producteurs agricoles. Au sommet de New York, donc, le président de la République soutient que l'agriculture doit demeurer la priorité de l'Afrique de l'Ouest. On écoute le chef de l'État. Excellence le Premier ministre, évidemment, l'Afrique de l'Ouest a une grande partie qui est constituée par le Sahel. Et le Sahel est une aire géographique avec de multiples défis, non seulement sécuritaires et climatiques, mais également, bien sûr, les questions de famine. Nous pensons donc que nous devons axer notre partenariat à aider ces pays du Sahel qui ont besoin donc qu'on améliore donc le caractère de l'agriculture moderne. Nous considérons que créer des marchés régionaux est également essentiel pour valoriser la dignité des populations et que les chaînes de valeur, les cultures, les coutumes peuvent bénéficier également de l'amélioration des marchés régionaux. Et bien évidemment, nous avons des programmes ambitieux de sécurité alimentaire, notamment à travers le renforcement des capacités de la région et de la mise en place de stocks de sécurité alimentaire. Du nouveau dans le secteur de la production du riz. Désormais, une nouvelle variété de riz avec de nouveaux procédés. C'est une découverte du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest dans sa dynamique de lutte contre la faim et la pauvreté. Visite guidée avec Thomas Guessambi sur les sites de production de ce nouveau riz. Marcel Yaokwaku est riziculteur, voici bientôt 15 ans. Installé dans la région de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, cet Ivoirien de la quarantaine expérimente sur cette parcelle une nouvelle variété. Le 8 à 9, une variété de riz nouvellement introduite dans son activité par le programme WAP. Là, on a reçu de la bonne semence, on connaît l'origine de la semence et c'est étiqueté. Au moins, on connaît la génération. La longue, ceux qui vont utiliser cette semence, ils sont sûrs et ils sont convaincus que c'est de la bonne semence. Prix d'excellence en 2013 en matière de riziculture, Marcel Yaokwaku fait des émules. Balolou Ponan est venu de son département de Saint-Fra voisin pour se mettre dans la dynamique. Par irrigation, l'expérience s'étend tout doucement dans cette zone de Subiacro. Pour l'extension du programme, l'Office national de développement de la riziculture, ONDR, joue sa partition dans le conditionnement, la conservation et la distribution de semences du 8 à 9. Ces semences ne fatiguent pas nos installations parce qu'elles sont faciles à manipuler, à produire par les paysans. Elles sont propres à la récolte. Pour garantir la pureté de cette variété rentable à tout point de vue, un travail au laboratoire pour certifier la semence se fait dans les locaux de l'École supérieure d'agronomie pour que, une fois dans les mains de l'exploitant agricole, le 8 à 9 donne la pleine mesure de ce qu'on peut espérer d'elle comme variété à la fois riche et enrichissante de riz. Ils sont 200 artisans à avoir bénéficié d'un renforcement de capacité. C'est bientôt donc le moment de passer à la phase pratique. C'est en tout cas l'objectif du gouvernement à travers la Fédération des petites et moyennes entreprises et la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. Des journées promotionnelles des PME et de l'artisanat seront alors organisées les 4, 5 et 6 novembre prochains autour du thème « Quel partenariat pour l'émergence des PME ivoiriennes ?» Grâce Kando.
Les petites et moyennes entreprises et l'artisanat, 2 secteurs d'activité qui font la fierté d'une frange de la population ivoirienne. Selon la Chambre des métiers, les PME emploient 25% des jeunes et participent à hauteur de 12% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, ce sont plus de 40% des artisans qui travaillent dans le secteur des PME. Vu l'importance de ces secteurs d'activité, le gouvernement, dans l'édition 2013 du Programme national de développement, a élargi son champ d'activité au secteur de l'artisanat. L'économie ivoirienne va dans le futur reposer sur les PME et l'artisanat. Je le dis, il ne peut y avoir d'émergence sans promotion des PME et de l'artisanat. Ce sont 200 artisans venus de divers horizons qui, pendant 3 jours, présenteront leurs différents travaux et produits. Pour les présidents de ces 2 secteurs, les PME et l'artisanat occupent une place très importante dans le développement de la Côte d'Ivoire et constituent le socle de l'économie ivoirienne. Pendant ces journées promotionnelles, les acteurs de ces secteurs d'activité partageront leurs expériences et leurs préoccupations du moment. Un concours sera organisé en vue de primer les meilleurs artisans et PME de Côte d'Ivoire. Un tout autre domaine à présent. Quelle est la place du secteur privé de la santé dans la vision d'une Côte d'Ivoire émergente en 2020? Tenue d'un congrès national par le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire pour essayer de répondre à cette interrogation. Pendant 2 jours, ces praticiens de la santé réfléchissent et proposent des pistes de solutions dans le cadre de la lutte contre l'exercice illégal de la médecine. Franck Quadio pour les détails. Matériel obsolète et inadapté aux soins, environnement insalubre. Sur environ 1300 cliniques privées identifiées par les associations du secteur sur le territoire national, 847 sont non autorisées. Lancée donc depuis le mois d'août, la traque aux cliniques privées clandestines est accueillie avec ferveur par le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. L'occasion de leur 3e congrès national est tout trouvé pour interpeller les autorités sur les maux qui minent le secteur. 7 cliniques sur 10 sont des structures illégales. Pour la santé des Ivoiriens, ce n'est pas bon. Il y a aussi le problème de l'accompagnement de l'État vis-à-vis de l'environnement du secteur de santé. Un congrès pour aplanir aussi les divergences. Le coût des prestations, par exemple, n'est pas le même d'une clinique à l'autre. Nous avons eu l'approche de certains partenaires du système de santé qui ont voulu qu'un autre barème soit trouvé pour les structures mutualistes ou les cas sociaux. Ce 3e barème, qui est en vigueur actuellement, fait de la consultation généraliste l'honoraire du médecin à 10 000 francs et pour la consultation spécialiste, l'honoraire du médecin spécialiste à 12 000 francs. Mais pour davantage d'efficacité, appel alors aux autorités pour un allègement fiscal, pour la baisse des taxes sur l'importation du matériel médical, le recrutement et l'autorisation d'installation pour de nombreux jeunes praticiens en fin de cycle. 3 autorités de tutelle représentées, au nombre desquelles le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, ainsi que le ministère du Commerce et de la promotion des PME. Elles promettent se conformer aux résultats des travaux du congrès qui, notons-le, prend fin le samedi 28 septembre. Toujours en santé, les acteurs de ce secteur, l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds des Nations unies pour l'enfance et les partenaires techniques et financiers se sont réunis du 24 au 25 septembre dernier. Une rencontre donc pour tenter d'apporter les réponses, notamment aux épidémies de la méningite, la rougeole et le tétanos néonatal en Afrique. Les précisions avec Laetitia Manglé. La méningite, la fièvre jaune, la rougeole, le choléra et le tétanos néonatal. Des maladies épidémiques qui font de nombreuses victimes en Afrique subsaharienne. La méningite, par exemple, a causé au cours du premier semestre 2013 plus de 1000 décès. Des chiffres alarmants qui interpellent les acteurs du monde de la santé. Ils se sont réunis à Abidjan pour réfléchir et partager leurs différentes expériences sur la question. Tous les pays africains sont confrontés à des épidémies. Et quand les experts de tous ces pays se retrouvent, ils échangent les expériences pour que les uns et les autres puissent voir comment ça se passe dans les autres pays. Je peux citer, pour ce qui est de la méningite, l'introduction d'un nouveau vaccin que nous appelons le Menafrivac. Donc, il fallait maintenant partager l'expérience des pays qui l'ont introduit, comment ça se passe, comment se passe la surveillance. Pour le représentant de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, les différentes recommandations faites à l'issue de ces 3 jours d'échange et de réflexion sont porteuses d'espoir. Tous les experts mondiaux se sont retrouvés ici à Abidjan pour discuter donc de la question de la gestion des épidémies.
Et pour ce qui nous concerne, vous savez que nous sommes menacés chaque année par la méningite. Mais il y a des avancées en matière de méningite, en matière de protection. Et donc il y a de nouveaux vaccins qui font leur apparition, qui font notamment baisser la morbidité, l'apparition des épidémies, donc en même temps la mortalité. En attendant la 12e réunion annuelle, les différents participants de cette 11e réunion envisagent riposter efficacement contre ces pandémies qui surviennent de façon sporadique. En bref, tous les fonctionnaires qui n'ont pas été notés pendant l'opération d'identification-notation sont informés que leur salaire sera mis sous contrôle à la fin du mois d'octobre 2013. La liste nominative des personnes concernées est publiée sur le site web du ministère www.fonctionpublique.ci. Rendons-nous à présent à Anyama, à 10 km d'Abidjan. Le maire de la commune, Hamidou Silla, a effectué ce jeudi une tournée dans les services de l'administration publique. Objectif, s'imprégner des conditions de travail des agents. Le reportage de Juliette Ouya. S'achemine-t-on vers une léthargie de l'administration publique de la commune d'Anyama? Et pour cause, les services publics de la municipalité ont un dénominateur commun, la dégradation des locaux. Ajoutez à cela le manque de personnel et de véhicules roulants. Ça fait au moins plus de 20 ans que ces locaux existent. Et il y avait un entrepreneur qui avait commencé les travaux de réhabilitation, mais il a eu des problèmes de paiement, donc ça a arrêté. Les gens demandent des terres pour cultiver, il n'y en a pas. Et donc vraiment, si le maire, avec son appui, demandait même au ministère que l'actualisation du cadastre forestier se déroule ici à Anyama, ça va soulager aussi la population qui est en quête de terres à cultiver. C'est pour comprendre les problèmes de l'administration publique de cette commune que le maire Hamidou Silla, élu le 21 juillet dernier, effectue une tournée. L'antenne du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, les eaux et forêts, la gendarmerie, la police et la direction générale des impôts sont respectivement passés au peigne fin. Objectif, intégrer leur réhabilitation dans le programme triennal 2014 de la mairie. La mairie va se retrouver en conseil pour voir quelles sont les aides maintenant que nous pouvons faire à ces services. Déjà, je peux vous dire sans faux fiant que nous avons doublé déjà les recettes. Dans les prochains jours, d'autres services publics, dont l'inspection de l'enseignement primaire, l'hôpital général et la direction de l'agriculture, seront également visités. En bref et en images, 1 milliard de francs CFA, c'est la valeur monétaire de la saisie de 31 kg de lingots d'or et 194 000 € en coupure de 500. Ce coup de filet de la police économique a eu lieu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. L'arrestation de cet adolescent de 17 ans vient mettre fin à 3 mois d'enquête pour le démantèlement d'un réseau de trafic de métaux et de devises dans l'espace aéroportuaire. 31 kg de lingots d'or et 194 000 € donc en coupure de 500 saisis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par la police économique. Je vous propose d'écouter le commissaire Timité. Nous avons eu l'information de ce qu'un jeune homme s'adonnerait à un trafic de pièces détachées entre le Liban et la Côte d'Ivoire. Mais curieusement, c'est des pièces détachées d'occasion qui prennent en Côte d'Ivoire pour aller au Liban. Ça nous a intrigués et nous l'avons suivi. Et aujourd'hui, lorsqu'il avait déjà embarqué sur l'avion, nous avons demandé qu'il soit débarqué pour que l'effet de surprise soit totalement préservé. En fouillant donc les cartons qu'il transportait, on a vu effectivement qu'il y avait dans les cavités des pièces détachées un certain nombre de métaux dont nous n'avions pas encore la qualité. Et après vérification au niveau de la sodomie, nous pouvons affirmer à 100% que c'est de l'or. Et selon le directeur de la police économique, cette saisie reste la plus importante prise de cette année 2013. Et puis, en Guinée-Conakry, plus de 5 millions d'électeurs choisissent en ce moment même leurs députés. Au total, 1714 candidats parmi une trentaine de listes sont en compétition pour 114 sièges à pourvoir sur un seul tour. Ce scrutin a été repoussé depuis près de 3 ans en raison d'absence de consensus entre pouvoir et opposition. Ces législatives devaient en effet être organisées dans les 6 mois suivant l'investiture en décembre 2010 d'Alpha Condé, le premier président démocratiquement élu dans le pays. Plus d'une centaine d'observateurs de l'Union européenne et l'Union africaine supervisent le vote, dont les résultats provisoires doivent être annoncés par la Commission électorale nationale indépendante dans les 72 heures suivant le scrutin.
C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, bien sûr, sur RTI2.